qui nous concerne tous, évidemment, puisque nous sommes les consommateurs de tous ces produits électroniques et autres. Ce n'est pas seulement une réalité lointaine, nous allons en parler avec nos invités de ce soir, mais un mot d'abord pour vous dire que nous avons l'immense plaisir et privilège d'accueillir ce soir celui qui est le personnage central de ce film, l'homme qui se bat pour sa vie, pour ses enfants, mais qui se bat surtout pour les autres. J'accueille et je vous prie d'applaudir évidemment avec chaleur Ye Yeting qui est avec nous ce soir. Ye Yeting. Merci beaucoup. Excusez-moi, je ne parle pas l'anglais, alors je ne peux parler que le mandarin. Merci infiniment de venir regarder ce film ce soir. J'ai eu la maladie de leucémie et durant toute ma vie, j'ai aussi rencontré beaucoup de problèmes. Dans le film, j'ai présenté des choses que j'ai faites dans ce domaine, mais je sais aussi que c'est loin d'être suffisant. À travers le film, nous voudrions vous passer le message de la toxicité des produits chimiques et aussi de passer le message aux consommateurs, ce qui veut dire que derrière chaque produit, il y a du sang et beaucoup de travail de nos travailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Voilà. Beaucoup d'émotions pour vous. Et on imagine bien que c'était difficile de pouvoir venir pour différentes raisons qu'on comprendra bien de venir jusqu'ici. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir aussi d'accueillir, et je lui demande de bien vouloir venir, la co-réalisatrice de ce film, Heather White, si vous voulez bien nous rejoindre, premièrement. Voilà, vous prenez le micro. Voilà. Si vous comprenez mes questions en français, pas besoin de le porter. Okay. Vous avez passé de très nombreuses semaines en Chine pour réaliser ce film. Il y a des moments qui ont dû être très durs, qui sont bouleversants, mais qui ont dû être très durs pour vous. Par exemple, le suicide de ce jeune employé. Est-ce qu'on sort indemne d'un film comme celui-là? Venez seulement par là. Eh bien, sur le plan émotionnel, ça a été une expérience souvent difficile. C'est un travail de plusieurs années aux côtés des travailleurs, de leurs familles. Nous avons appris à les connaître leur histoire, et essayer de trouver des moyens pour eux de se faire indemniser. Quelles possibilités pouvaient-ils envisager? Ça a été très souvent lourd. Mais vous le voyez dans le film, il y a aussi des raisons d'espérer et d'être encouragé, parce qu'il y a des centaines de milliers de gens en Chine qui prennent chaque jour des risques sur leur lieu de travail en mettant au défi leurs employeurs avec le soutien de leur famille. Vous avez vu la famille de John Tin-Jung qui manifestait dans les grilles de Foxconn. Nous n'avons montré qu'une scène de ce type, mais en fait, ce père manifestait chaque semaine depuis plus d'1 an, et souvent il était embarqué par les autorités. Mais finalement, ils se sont mis à le connaître tellement bien qu'ils lui donnaient à manger. Bref, une relation de sympathie s'est établie. Donc il y a beaucoup de nuages noirs, mais il y a aussi quelques rayons d'espoir et des rayons d'espérer un changement. C'est pour ça justement que je tenais à faire ce film, de sorte que le consommateur
prenne conscience de son rôle. Je me suis concentrée sur ces grandes marques parce que je crois que les Chinois ont besoin du soutien extérieur. Contrairement à ce qui se passe en Corée, en Chine, les familles ne peuvent pas vraiment facilement porter plainte parce que les conséquences sont graves. Donc il faut un mouvement international de consommateurs qui fassent part de leurs inquiétudes à ces entreprises, à ces grandes marques, parce qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Les syndicats ne sont pas non plus autorisés de manière libre. Donc c'est très différent de la situation en Corée. Donc effectivement, ça a été un projet rempli d'émotions, mais qui en valait largement l'appel. Et j'espère que si on arrive à faire en sorte que beaucoup de gens fassent entendre leur voix, nous pourrons améliorer la situation. Il y a beaucoup de choses qui frappent dans ce film, mais entre autres l'arrogance. Vous parliez de Foxconn, l'arrogance du directeur. Est-ce que c'est un cas unique ou est-ce que d'autres directeurs de grandes firmes ont ce mépris-là pour les employés, pour ceux qui manifestent? Eh bien, en Chine, Foxconn est unique en ce sens que c'est l'entreprise privée la plus énorme. Donc, ils ont un pouvoir immense. Ils ont pu solliciter le gouvernement pour les aider à obtenir des étudiants pas chers, à les faire quitter l'école pour aller travailler dans les usines. Et lorsque ce cas a été exposé, ils n'ont plus eu aussi facilement accès à des étudiants. Et ils sont passés à la catégorie supérieure, au-delà de 18-19 ans, et ce qui fait que ce sont des travailleurs qui ne sont plus couverts par la législation qui protège les enfants et les jeunes travailleurs. Mais ils ont quand même réussi à engager 200 000 étudiants qu'ils ont fait sortir des bancs de l'école. Ils ont beaucoup de pouvoir sur le gouvernement. Alors nous sommes concentrés sur Foxconn en raison des cas de maladies professionnelles. Mais il faut souligner que contrairement à Foxconn, vous avez vu donc le PDG qui se comportait mal, même en public. Il y a eu de la part de Samsung et de son PDG des excuses publiques quant au cas de leucémie professionnelle. On a découvert 350 travailleurs qui avaient été empoisonnés dans les usines. Donc il y a une déclaration officielle. Ils ont aussi créé un fonds de compensation doté de 80 millions de dollars pour que les malades et leurs familles puissent au moins avoir la prise en charge à long terme et leurs frais de santé couverts. Donc il y a toute la palette en fait des cas possibles entre d'un côté la Chine et la Corée du Sud, et la façon dont les PDG choisissent d'agir. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il était très difficile d'obtenir des preuves de l'intérieur de Foxconn. C'est totalement fermé, et là, je pense que ce n'est pas exceptionnel. Oui, c'est très difficile pour les usines de toute façon d'obtenir des informations détaillées. C'est parfois même difficile de trouver les sous-traitants. Les sites industriels ne sont pas toujours si évidents à trouver. Si par contre vous arrivez à être engagé par une entreprise comme un consultant, vous avez un accès beaucoup plus facile aux usines. On met tout à votre disposition parce qu'ils ont à cœur d'avoir une bonne relation d'affaires. Donc là, ils feront tout leur possible pour vous satisfaire, vous mettre à l'aise. Mais si vous êtes à l'extérieur de ce milieu, ils vont mettre des entraves. Même si vous êtes dans la rue en face, à filmer, il y a des gens qui sont là pour vous faire partir. Merci Heather White. On va parler des sous-traitants avec nos autres invités. Je vous propose d'accueillir maintenant Jason Chan, qu'on a vu également dans le film, qui est directeur exécutif de l'ONG Labour Action China. Voilà. Welcome. Ainsi que Bonnie Nixon, qui est là, oui, experte en développement durable dans les chaînes d'approvisionnement, et qui est actuellement consultante pour les grandes marques dans le secteur électronique. Installez-vous.
Et puis Chantal Peyer, qui est chef d'équipe et d'entreprise et droits humains à l'ONG Pain pour le Prochain, dont vous avez certainement entendu parler, puisque Pain pour le Prochain avait lancé une campagne. Installez-vous. Voilà. Peut-être première question à vous, Jason Chen. Quand on voit ce film-là, on peut se demander si parfois, vu que c'est tellement difficile d'être un militant en Chine, est-ce que parfois vous vous sentez découragé ou jamais? Alors, d'abord et avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment féliciter Heather et He-Ting, qui a été extrêmement courageux, y compris de venir jusqu'ici. Alors, maintenant, pour ce qui est de votre question, c'est vrai que les choses se compliquent, deviennent de plus en plus dures en Chine. Pour nous, en tant qu'ONG, même si nous sommes basés à Hong Kong, la nouvelle législation sur les ONG internationales, les ONG étrangères, est entrée en vigueur en janvier cette année. Et donc pour nous, qui sommes une ONG, si nous essayons, comme vous l'avez vu là, d'aider des victimes de maladies professionnelles, cela peut nous causer des problèmes. Cette loi, elle est en vigueur depuis 3 mois maintenant. Et nous ne savons pas encore très bien qu'est-ce qui pourrait se passer, en fait. On peut imaginer qu'il risque d'y avoir des conséquences pour nous, parce que nous sommes une petite ONG. Et puis, il y a autre chose que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe aux informations, mais il y a eu des ONG plus importantes que nous, plus grandes que nous, qui ont eu des difficultés en Chine. Donc, cela nous laisse penser que nous risquons d'avoir vraiment des problèmes. Voilà, qui est clair. Alors, revenons peut-être à ce fichu benzène, si on peut dire. Bonnie Nixon, vous avez travaillé chez HP, vous êtes pionnière dans la mise en place de production éthique. La question est toute simple. Pourquoi est-ce que ce benzène n'est pas remplacé alors qu'il y a des alternatives, que ce serait très bon marché? On a entendu $1 de plus. Est-ce que c'est qu'une question d'argent, donc de profit au détriment des droits humains? Merci. Alors, je voulais à mon tour vraiment vous remercier de votre courage et vous remercier, Heather, d'avoir fait ce film. J'ai effectivement passé beaucoup de temps en Chine. La première fois que j'y suis allée, c'était en 1997. Je m'y suis rendue à maintes reprises. J'ai passé beaucoup d'heures et de jours avec ces travailleurs dans les usines. Donc j'ai vu moi-même ce qui se passait, j'ai parlé à ces travailleurs dans ces processus de fabrication. Donc le sujet est difficile. La première chose qu'il me semble important de comprendre, c'est qu'est-ce que le benzène? Le benzène, je ne suis pas toxicologue, hein, je dois le préciser, je ne suis pas non plus chimiste. Mais je travaille pour une entreprise qui a des spécialistes de ce type et ça fait des années que j'étudie tout cela. Donc c'est un dérivé du pétrole que l'on trouve aussi dans la nature, dans les volcans, les feux de forêt et même dans la fumée de cigarettes. Le benzène est utilisé pour la fabrication des nylons, le polyuréthane, dans beaucoup d'utilisations d'applications et dans la fabrication des jouets aussi. Le benzène est aussi un additif qu'on ajoute dans l'essence pour relever l'indice d'octane. Donc il y a tout un tas d'applications du benzène et il ne fait aucun doute qu'il y a bien longtemps, c'est un produit ça remonte à 1948, on a déterminé que c'était un produit qui était dangereux lorsque les travailleurs y étaient exposés. Donc
ça remonte loin, ce savoir. Et depuis les années 70, il y a eu des lois adoptées dans beaucoup de pays pour l'interdire, en expliquant qu'il ne devait en aucun cas être utilisé dans des doses dépassant 1 ppm. Donc, on le sait. Alors pourquoi est-ce que ce produit est toujours utilisé? Pourquoi on n'utilise pas d'autres solutions? Alors le benzène provoque tout un tas de troubles, des nausées, des étourdissements. Et plus l'exposition est longue, pendant 8, 10, 12 heures par jour, ça c'est encore une autre question, celle de la longueur du temps de travail, mais plus l'exposition est prolongée, plus ça provoque des troubles sanguins notamment. Et l'hexane a les mêmes effets. Dans la Silicon Valley, il faut dire qu'il y a beaucoup de produits chimiques qu'on ne connaît pas tellement non plus. On n'a pas beaucoup de recul sur les alternatives au benzène. Le toluène, le lilène, le xylène, ils sont utilisés pour dégraisser, pour nettoyer des équipements. En fait, ils ne devraient pas être utilisés. Beaucoup d'entreprises que vous voyez là, je ne vais pas donner de nom, mais je dirais 10 à 20 des plus grands fabricants de produits électroniques au monde ont des gens qui étudient tout cela dans les usines, qui font des audits, qui essayent de savoir pourquoi c'est utilisé, comment. Et souvent, c'est utilisé plutôt par les sous-traitants. Et comme on l'a dit, c'est parfois difficile de retrouver tous les sous-traitants. Au niveau des sous-traitants, peut-être qu'ils vont l'utiliser justement pour remplacer un autre type d'utilisation. Ce n'est pas qu'une question de prix d'ailleurs. Son odeur est moins désagréable aussi. Alors, l'acétone, par exemple, c'est une odeur très forte, donc ça, on ne pourrait pas l'envisager. Le benzène, par contre, sent beaucoup moins. C'est pour ça que certaines usines l'emploient, parce qu'elles disent que c'est moins désagréable. D'autres l'utilisent parce qu'ils ont un accès facile, ou bien parce qu'ils l'obtiennent de sources. D'ailleurs, les employés ne savent pas qu'ils mettent du benzène. On leur parle de banane, sauf erreur. Au fond, question de Jason Chen, finalement, pourquoi c'est si difficile de faire reconnaître aux sous-traitants qui utilisent du benzène qu'il s'agit bien de maladies professionnelles? J'imagine que ce n'est pas uniquement parce qu'ils ne veulent ou elles ne veulent pas payer les traitements qui vont avec. On va peut-être laisser répondre Jason Chen si vous voulez bien. Oui. I would like to say, well, pretty much agree with Alors, je veux dire, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Même la personne moyenne, le consommateur moyen ne connaît pas toutes les conséquences, mais on en sent certaines choses et on entend dire qu'il y a des produits de remplaçants qui n'emploient pas de benzène. Alors, pourquoi ne pas les employer? J'ai même entendu certaines usines dire qu'on pourrait peut-être remplacer les êtres humains par des robots. Tout est une question de coût à ce moment-là, c'est vrai. Mais pour en revenir à votre question, quand nous aidons ces victimes en Chine, souvent ils nous disent vous n'avez pas vraiment de diagnostic officiel. On ne sait pas si c'est lié à l'activité professionnelle. Donc, nous n'allons pas vous aider. C'est très fréquent, jusqu'à ce que la personne obtienne un diagnostic officiel. À ce moment-là, il commence à dire « Ok, on va peut-être envisager de vous payer quelque chose, une partie de votre prise en charge médicale. » Mais enfin, on est loin d'une indemnisation au sens juridique véritable du terme. Déjà, obtenir le diagnostic officiel, c'est la première étape. Beaucoup de ces victimes n'arrivent même pas à obtenir ce diagnostic.
Ce qui est sans doute assez différent du monde occidental, c'est que ce sont les victimes qui doivent apporter des preuves. Tout leur historique de travail, des rapports d'inspection sur l'environnement de travail. Alors imaginez le travailleur ordinaire, il n'a pas accès à toutes ces informations, tout son historique de travail ou les rapports environnementaux. Ce sont des informations qui sont gardées, détenues par l'employeur ou par le gouvernement. Donc c'est vraiment très long, très compliqué. Récemment, il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles les employeurs niaient même le fait qu'ils avaient une relation d'emploi avec la personne concernée. Tout ça pour retarder traîner des pieds. Oui, je voudrais aussi vous dire que dans l'expérience que nous avons eue en faisant le film, nous avons découvert que beaucoup de travailleurs meurent et ne bénéficient pas d'une rémission dans leur leucémie. Ce sont des jeunes, ils ont entre 19 et 25 ans, ils devraient avoir cette capacité à se rétablir après la chimio, la radiothérapie. Sauf que il faut qu'ils se battent en plus pour obtenir le diagnostic pendant plus d'1 an avant d'abord d'avoir le traitement et que celui-ci soit payé par leur employeur. Donc ils perdent 1 an de traitement essentiel. Et s'ils avaient été traités tout de suite, ils auraient pu se rétablir. Mais on voit beaucoup de cas de jeunes qui décèdent. Ming Wenpeng, lui, s'est suicidé. Il venait de recevoir le diagnostic définitif. Il savait qu'il n'en avait pas plus que pour 1 an encore, et il se sentait un poids pour sa famille. C'est pour ça qu'il a décidé de se suicider. Donc, ça n'est pas qu'il s'agisse d'une forme de leucémie particulièrement agressive, surtout que ce sont des jeunes a priori en bonne santé au début, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se payer les soins et qu'ils n'ont pas les soins nécessaires. En fait, c'est le porte-monnaie qui détermine la qualité du traitement qu'ils reçoivent, le nombre de comprimés par jour, etc. The other thing is that even in the US or in Europe or Oui, in many parts et of the world, même aux États-Unis et dans d'autres régions, si on a une maladie professionnelle, si on pense qu'on a eu un risque professionnel, il y a quand même toute cette nécessité de le prouver, d'obtenir des éléments de preuve. Il y a des juristes spécialisés dans ce genre de choses qui proposent de vous aider. Donc, je ne pense pas effectivement que le processus se passe aussi bien, aussi rapidement dans ces situations, parce qu'il y a aussi des aspects culturels, la nécessité de garder la face, y compris au niveau de la direction et la façon de gérer les entreprises. Ce qui, pour nous semble être une défense difficile à avaler. Pour nous, c'est une réaction culturelle. Oui, Jason Chan. Thank you. Alors, merci. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt. Et il y a une chose que vous avez dite est très importante, à savoir de donner des preuves de la relation causale. Et comme vous l'avez dit, le benzène existe, se trouve à l'état naturel dans l'environnement. Et vous savez, la situation en Chine, comme je l'ai déjà mentionné, le problème c'est que c'est la victime qui doit prouver qu'il ou elle est victime. Et c'est un petit peu comme vous pouvez le voir dans le film. Et donc tous ces produits chimiques sont stockés dans un énorme contenant et il n'y a pas d'étiquetage détaillé du contenu de ces contenants. Et
Et lorsqu'on parle aux victimes, on les entend dire « j'utilise de l'eau de banane ». Et vous l'avez fort bien dit, parce que ça a l'odeur de la banane. Et lorsque nous avons besoin, quand on parle prévention, il est important de pouvoir dire à ces travailleurs qu'ils ont le droit à l'information, ils ont le droit de savoir les produits chimiques qu'on leur fait utiliser. Il faudrait y avoir un étiquetage. Et il s'agit de la protection des travailleurs. Et ce que ces sociétés, ce qu'ils proposent, c'est des petits masques jetables, mais enfin qui sont qu'on pourrait. Effectivement, ouais. Peut-être Chantal Payard, vous vouliez intervenir sur ce point. Le micro. Okay. Oui, mais ça, Jason en a parlé en partie. Il y a la question du dédommagement, mais il y a la question de l'accès à l'information, et c'est le premier pas. C'est vrai qu'on a vu dans le film, Heather a montré aussi une réunion des ONG internationales qui se sont retrouvées en 2015 à San Francisco, et elles ont fait un papier qu'elles ont soumis aux entreprises qui s'appelle les Chemical Challenge. Donc les demandes, si vous voulez, des ONG, syndicats chinois, internationaux sont très claires à l'égard des entreprises. Il y a 6 mesures d'ailleurs qui sont recommandées. Les plus importantes, ce sont lesquelles? Alors la première, c'est justement la question de la transparence, et on le voit très bien dans le film, que beaucoup d'ouvrières ne savent même pas qu'elles utilisent du N-hexane, elles apprennent quand elles sont à l'hôpital. Et c'est fondamental, c'est vraiment le premier pas, que les fournisseurs soient obligés de divulguer la liste des produits toxiques aux marques, mais aussi aux communautés et aux ouvriers. Sans cet accès à l'information, ils ne peuvent pas se protéger, ils ne peuvent pas avoir accès aussi à des dédommagements par la suite. Et c'est vrai que dans l'expérience des ONG qui travaillent sur les droits humains, on sait très bien que la rétention d'informations, c'est la principale stratégie des firmes pour éviter des dédommagements. Et que quel que soit d'ailleurs le secteur industriel, c'est vraiment le premier pas absolument fondamental. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un scandale qu'on puisse refuser d'informer à des ouvriers qu'ils utilisent des produits toxiques. Aujourd'hui, en 2017, dans une société globalisée, on dit aux consommateurs qu'on a une responsabilité sociale. Après les 5 autres points, rapidement, il y a aussi la question du droit des ouvriers de s'organiser. Et c'est vrai que même en Chine, c'est clair qu'il n'y a pas des syndicats libres et indépendants, mais ils peuvent s'organiser en comité santé et sécurité au travail à l'intérieur des entreprises. Et ça, c'est aussi absolument fondamental, parce qu'on voit aussi dans le film à quel point les ouvriers sont isolés. On leur dit que c'est eux qui transmettent des maladies contagieuses. Ils ont pas, en quelque sorte, de système aussi pour se rencontrer. Après, il y a le travail d'ONG comme Labour Action China, mais en quelque sorte, qu'ils puissent collectivement aussi discuter de ces problèmes, et ensuite négocier, discuter avec la direction des usines. C'est un autre point absolument central. Après, il y a la question évidemment des dédommagements et d'autres points. On y reviendra tout de suite, mais il y avait une question quand même qui m'interpellait, The White. C'est quand on entend Foxconn dire nous avons pris des mesures pour réduire les risques, fournir des places de travail saines et sûres. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on peut y croire? Every major corporation has those statements and supplier entité utilise ce genre de mots, la responsabilité. Bon, ça, ils l'ont tous sur leur site internet. Et la société pour laquelle Ming Queen Pang travaille, ASM, ils ont un site internet incroyable qui mentionne les déclarations sur la responsabilité sociétale. C'est normal de faire ce genre de déclarations. C'est pas inhabituel du tout. Alors moi, je laisse au public décider s'il croit ou non ces déclarations. Et je pense que le public doit en tirer ses propres conclusions. Mais les organisations
comme Labour Action China, l'organisation de Jason, doit pouvoir continuer à faire leur travail depuis Hong Kong, comme nous l'avons montré dans le film, des dizaines de centres de ressources pour travailleurs et des organisations et qui ont, par exemple, pour but uniquement d'aider des travailleurs malades ont été fermés. Donc c'est très important pour Labour Action China et les groupes à Hong Kong de continuer à faire leur travail et d'assurer la liaison avec des travailleurs en Chine et la société civile. Donc le problème, c'est que la société civile ne peut plus s'exprimer. Alors, il y a des activités tout à fait crédibles qui sont en train de se passer. Ce sont des films comme celui que nous venons de voir, et aussi les manifestations que vous avez organisées, l'attention des médias. Et c'est vrai que ça peut interpeller les responsables d'une société et leur faire comprendre qu'ils doivent faire plus. Alors moi, c'est vrai que beaucoup des entreprises que nous avons vues, et nous avons passé beaucoup de temps sur les empreintes de gaz à effet de serre. Et alors, on est en train de parler maintenant de l'empreinte chimique et quels sont les produits chimiques utilisés dans le travail et qu'est-ce que les travailleurs doivent savoir et quelles sont les formations qu'on pourrait faire. Moi, j'ai suivi beaucoup de ces séances de formation. Vous devez porter les gants, vous devez porter un masque et souvent les travailleurs disent on ne veut pas, c'est trop chaud. C'est pas pratique. Et ça m'a surpris d'entendre des responsables justement étiqueter chaque contenant et chaque bouteille. Et de façon générale, c'est au niveau des sous-traitants qu'il y a le plus gros problème. C'est eux qui sont l'obstacle. Ne pressurisent pas les sous-traitants, n'ont pas un double langage en disant à leurs sous-traitants, nous voulons des produits très bon marché, mais débrouillez-vous pour les produire. Yeah, I mean, again, there are many tiers. Like right now, we're dealing with différents niveaux. Alors, on est en train de parler, il y a 17 niveaux plus bas. Et pour un produit, alors oui, c'est vrai que les grandes marques multinationales mettent la pression. Alors, les Foxconn de ce monde ont la pression mise sur eux d'une vingtaine de marques. Et ils font certainement plus que font d'autres entités. Alors, il y a les autres marques auxquelles on ne fait pas attention, qui n'ont aucun programme, qui n'ont rien mis en place et on essaye de les interpeller. Et alors, c'est vrai. Donc c'est une supply chain, une chaîne d'approvisionnement très très complexe. Il y a des dizaines, des centaines de composantes et vous prenez une chaîne d'approvisionnement de milliards de dollars. Vous ne pouvez pas imaginer la complexité. C'est pas une excuse. Et je pense que donc il faut de la formation, il faut exposer ces pratiques et le fait qu'on ait les téléphones portables, c'est la raison pour laquelle tous les gens sont au courant des manifestations et peuvent se contacter les uns les autres. Êtes-vous d'accord? One thing which I really want to point it out is Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que d'après notre expérience, on entend toujours dire est-ce que vous pouvez nous divulguer l'information? Alors, peut-être pas à nous en tant que membres d'une ONG. Est-ce que vous pouvez divulguer aux travailleurs les produits qu'ils utilisent, qu'ils manipulent? Et ce qu'on entend toujours dire en retour, que c'est un secret de fabrication. Et ils se retranchent derrière ça en disant on ne va pas donner ce genre d'informations parce que c'est le secret de fabrication et le secret de la marque. Et alors, bien sûr, je crois, la RSE, ça permet peut-être de mettre la pression sur de la part des ONG, mais la réalité est tout autre. Et oui, alors on a des audits et de nouveau les responsables des audits peuvent regarder au premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Mais ces auditeurs, quand ils vont dans les usines, ils ont énormément de choses à vérifier, y compris les bulletins de paye, est-ce que la sécurité sociale est payée, le nombre d'heures qu'on fait travailler les ouvriers, et bien sûr, et très souvent, on sait que les travailleurs sont interviewés, on leur demande ce qu'ils ont
comme formation. Et la réalité, comme je dis, est tout autre. Et les travailleurs, on leur a dit avant. To the factories in what day, what time, and then they on leur dit de venir à telle heure. Almost the model answers. Et on leur dit la réponse type qu'il faut donner à l'auditeur. Et quand l'auditeur vous pose telle question, voilà ce que vous devez répondre. Et on leur donne mot par mot la réponse. Autrement, ils risquent d'être pénalisés. Est-ce qu'un code de conduite suffit ou est-ce qu'il faut des législations nationales, internationales contraignantes pour que tout ça s'arrête? On a vu tellement de vies abîmées, sacrifiées. C'est vrai qu'à Paimpol prochain, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le secteur électronique. Il y a d'autres ONG il y a ce domaine. Et on en vient vraiment à la conclusion que l'autorégulation des firmes ne fonctionne pas. Mais peut-être juste pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, quand on dit que Foxconn est sous beaucoup de pression, je pense qu'il faut aussi le regarder sous un autre angle. C'est-à-dire que si on regarde en 2015 le chiffre d'affaires d'Apple, il a été le plus grand qu'ils ont jamais eu, mais aussi le plus grand qu'une firme ait jamais eu en termes de bénéfices. Donc ils ont eu plus de 53 milliards de bénéfices. Et Apple, sur chaque téléphone, il faut à peu près 50% de bénéfices et sur chaque iPad, 38%. Alors que Foxconn fait entre 2 et 6% de marge sur chaque produit. Et c'est ce qu'il disait aussi dans le film. Et c'est vrai que la question, au fond, c'est aussi qui doit payer le prix de la responsabilité sociale. Et ce qu'on voit, c'est que les marques repoussent quand même s'ils font des formations, le coût de la responsabilité sociale sur les fournisseurs, qui doivent à la fois faire des offres très bon marché, qui sont en compétition les uns avec les autres, et qui devront payer le franc de plus sur les 4 francs qu'ils ont de bénéfices sur chaque téléphone. Un franc, c'est 25% de leur marge. Donc, il y a un problème aussi dans la façon de gérer le coût de la responsabilité sociale. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup trop peu débattu. Et c'est aussi une des raisons pourquoi, au fond, les codes de conduite volontaires ne fonctionnent pas. Parce qu'on repousse toujours la responsabilité sur les fournisseurs. Et à quelque part, on a aussi, on a beaucoup parlé des consommateurs dans le film. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement de consommateurs à créer. Mais il y a peut-être quelque part une illusion, pour être un peu provocatrice, à casser. C'est-à-dire que c'est juste une question de consommateurs qui pourraient choisir et d'entreprises qui, parce qu'on leur dit que ça ne fonctionne pas, vont prendre les bonnes mesures et qu'il faudrait poser le débat en termes politiques, c'est-à-dire qu'on a des choix de société à faire. Et si dans ce monde globalisé, on veut avoir des usines en Chine qui arrêtent d'utiliser le benzène, il faut qu'on fasse aussi les choix, y compris législatifs nécessaires, et qu'on mène les débats comme un débat aussi politique, c'est-à-dire que c'est un peu comme, si vous voulez, s'il y a 100 ans, on disait les entreprises en Suisse, elles vont arrêter de polluer les rivières parce qu'elles vont mettre en place des codes de conduite. Non, on a eu un débat de société, on a fait une loi sur la protection de l'environnement. Et même là, on voit en Valais qu'il y a encore eu des problèmes. Et à quelque part, aujourd'hui, la production s'est globalisée. Même les bénéfices, la taxation, l'évasion fiscale, c'est globalisé. Mais la question des droits humains, ce n'est pas globalisé. Et en Suisse, ça sera un débat qui sera sur la table d'ici 1 an ou 2. Il y aura même une votation populaire là-dessus, parce qu'il y a une initiative pour des multinationales responsables. Et c'est vraiment aussi de dire à quelque part, on doit repenser le cadre général et le cadre politique. Et à quelque part, c'est à chaque citoyen de dire aussi dans quel monde on veut vivre, de croire que les firmes ne vont pas toutes fuir la Suisse ou qu'elles ne vont pas toutes arrêter de produire, avoir des problèmes économiques, simplement parce qu'en quelque part, on pose clairement les attentes de la société à leur égard. Ouais. Message entendu ce soir. Heather White, j'ai dit en introduction, nous sommes en Suisse des gros consommateurs de tous ces produits qui sont fabriqués en partie grâce au benzène. Est-ce que l'on doit se sentir impuissant parce qu'on ne peut rien faire, ou est-ce qu'au contraire, votre message aux consommateurs que nous sommes, qui sommes dans la salle, on peut faire quelque chose à notre niveau individuel ou collectif, mais local, national? Specifically on the benzene campaign, alors de façon générale, pour faire entendre Commençons la par voix. Le benzène et ensuite on élargira.
While we were in China, Alors, lorsque nous étions en Chine, en train de diriger le film, il y avait un consortium d'ONG qui se sont regroupés pour faire interdire le benzène. Et cette campagne pour interdire le benzène est basée à Hong Kong, mais la campagne internationale pour la technologie responsable et d'autres organisations se sont regroupées et ils se sont engagés. Il y a un engagement et nous avons filmé la réunion à laquelle justement ils se sont engagés formellement. Ils ont parlé des attentes qu'ils ont des grandes multinationales et maintenant ils ont ouvert cet engagement aux consommateurs et qui sera remis aux grandes multinationales. Et si on peut obtenir des centaines de millions de consommateurs de signer cette déclaration, elles seront remises aux sociétés avec l'attente de leur part qu'ils vont interdire le benzène. Alors en 2014, Apple a pris la décision d'interdire le benzène, mais c'était juste dans les tout derniers niveaux de la fabrication. Il y avait Pro River Delta et ailleurs en Chine, il y a tous les sous-traitants qui continuaient à utiliser le benzène. Et sur notre site internet, il y aura un bouton où les membres du public peuvent se rendre et signer la promesse. Et ce message sera partagé avec le ICRT, la campagne internationale pour la technologie responsable, et qui gère justement cette déclaration. Et ce sont eux qui ont justement rédigé toutes les clauses de cette déclaration, à savoir de faire appel aux entreprises d'éliminer tous les produits chimiques toxiques qui sont délétères pour la santé humaine et de divulguer plus d'informations et de mieux informer le consommateur et le travailleur. Alors si vous allez sur notre site internet, si ce n'est pas encore sur le site, alors donnez votre email et vos coordonnées. On vous enverra le mail, les détails dès que ce sera disponible. Alors je pense à moi ce que j'aimerais conseiller au public. Alors le militantisme c'est très important et j'ai entendu factiviste et j'aime bien ce terme. Il faut être sûr qu'on ait les faits. Et je crois que bon nombre des marques, des grandes marques, et Chantal le sait fort bien, et il y a plus de 10 ans, il y a eu des campagnes et je crois qu'il y a un rôle pour les ONG, pour justement les ONG qui assument le rôle de veille et de surveillance. Et alors moi, souvent j'ai dit, allons, on va faire une enquête sur ce qui se passe à l'intérieur de cette usine. Et quelqu'un dit, personne ne nous a jamais invités. Et je pense qu'il y a un bon nombre de marques qui veulent que les gens qui travaillent de façon collaborative, d'entendre la voix des travailleurs, de mieux former les gens. Et il y a des auditeurs qui sont des auditeurs, des travailleurs et qui vont bien sûr vérifier s'il y a de la discrimination au niveau du recrutement et des mécanismes de recours, mais il y a aussi des auditeurs pour l'environnement, la santé et la sécurité. Et il faut que ce soit aussi, ils doivent pouvoir évaluer, former et faire des rapports et des gens tout le long de la chaîne. Et la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle la gestion des ressources environnementales, c'est 5000 personnes, mais plus de la moitié, 4000 ont une expertise technologique. Si moi je sens quelque chose, je dis allez, on va faire venir un toxicologue, un spécialiste de ceci ou de cela, il faut tester ça tout de suite. Donc il faut dire, voilà, alors il y a les experts de santé, sécurité, il y a les experts des pratiques du monde du travail et tel expert. Et ils sont à la recherche de partenaires, de collaborateurs. Et c'est vrai, ils disent peut-être que c'est un secret de la marque, c'est leur première défense parce qu'ils pensent que vous allez les mettre sur une liste noire, les attaquer et que vous allez leur causer des problèmes. Mais si on change l'approche, et là vous verrez que les marques, ce seront peut-être ceux qui vont vous ouvrir la porte. Alors, réponse de Chani, après on ouvrira le débat au public. Just a quick response
Oui, une petite réponse rapide à ce que vous venez de dire. Bien sûr, moi aussi, je me suis rendu compte que certaines marques semblent assez prêtes à coopérer, mais la majorité sont réticentes. Dès qu'il y a une organisation, bon, je ne vais donner aucun nom, mais EICC ou d'autres, en tout cas, ils sont toujours réticents. Deal with the local NGOs and etc. But of course, I really want to sort of agree with you that Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous que not particularly want to become the enemy of the enterprise. En tant que ONG, ça n'est pas que nous voulions devenir les ennemis des entreprises. Par contre, nous voulons faire connaître nos inquiétudes pour la santé, la sécurité des travailleurs, parce que c'est un droit fondamental de l'homme, et c'est très important. On parle du droit à la santé. C'est très important. Quand la personne devient malade, il y a tout un tas de conséquences. C'est difficile de retrouver une bonne santé. Et c'est un message qu'on ne peut laisser de côté. Petite chose, après on passe la parole au public. Peut-être juste parce que dans toute cette discussion, c'est vrai que les campagnes de consommateurs, elles sont absolument importantes. Mais on dit souvent aux ONG, aussi aux ONG occidentales, qu'on doit jouer le rôle de watchdog. Et c'est comme si nous, on devait combler un vide de gouvernance qui existe, alors qu'on voit bien, maintenant, il y a le film de Heather, ça fait des années qu'elle a travaillé là-dessus. On voit les risques que prennent Yi Yeting, que prend Labour Action China, et on ne peut pas demander à la société civile de combler un trou de gouvernance, un vide de société qui existe. C'est des sparadraps qu'on doit mettre à court terme et le plus possible, mais à quelque part, ça ne va pas suffire. Et de se dire qu'aujourd'hui encore, alors que des firmes disent qu'elles sont responsables, vous avez vu Steve Jobs dans le film, il dit que c'est la firme qui fait le plus de choses sur Terre. À mon avis, HP fait beaucoup mieux. Ce n'est pas pour juste faire des compliments à Bonnie Nixon, ils sont beaucoup plus avancés qu'Apple, qui est très peu transparent. Mais qu'une firme à la fois affirme ça et qu'il faille une campagne de consommateurs aux États-Unis et en Chine pour qu'ils reconnaissent qu'il y a du benzène et puis qu'ils font une déclaration pour dire qu'ils vont arrêter d'utiliser du benzène, c'est quelque part interpellant quand même. On ne devrait pas avoir chaque fois besoin d'une campagne de gens qui mettent leur vie en danger pour que les firmes qui affirment être responsables commencent à se dire « Ah, on a peut-être un problème ». Donc, soit, quelque part, leurs audits ne sont pas sérieux, ils ne découvrent pas les problèmes, soit, à quelque part, ils ne maîtrisent pas leur chaîne d'approvisionnement, mais alors ils ne peuvent pas dire aux consommateurs qu'ils maîtrisent tout. Et d'ailleurs, en France, il y a eu un procès contre Samsung pour publicité mensongère. Absolument. Alors voilà, merci à vous quatre. Le débat continue. Je crois que c'est quand même aussi maintenant le temps de vous passer la parole. Des micros vont circuler dès qu'une main se lève. Une personne là, madame, avec le bras qui se lève. Et puis après, derrière vous, j'ai vu également, monsieur, ce sera à vous en deuxième temps. Alors, on vous écoute. Oui, alors Marianne, merci beaucoup à Hida pour le film et puis à Lynn pour son courage et puis en passant un grand bravo à sa femme pour son courage aussi. C'est vrai, elle est très forte. Et ayant eu la chance d'avoir fait un voyage en Chine à l'époque des routardes, donc en 89, j'ai passé 3 mois avec les étudiants chinois. Donc je les avais rencontrés à Guangzhou et je suis montée sur Beijing avec eux. Et donc sur la place Tiananmen. Et le soir, avant que l'arrivée des tanks, les les routards ont été mis dans les trains direction Hong Kong pour éviter le témoignage. Tout ça pour dire que, en fait, le gouvernement chinois n'est pas tellement responsable de ses citoyens, visiblement, en 2017 non plus. Ma question aujourd'hui est suisse. Je vais souvent à la Migros. Et je pense tous les mois, il y a de nouvelles collections d'objets non consommables, là, qui sont des boîtes, des made in China. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, que le benzou se trouve dans tout,
Est-ce qu'on a des notions, si ça se trouve, et comment fait la Migros pour surveiller ça? Merci. Chantal Paillard, vous avez une réponse ou? Je pense que la Migros ne pourrait pas garantir aujourd'hui qu'ils n'utilisent pas de benzène, si vous voulez une réponse très courte. Après, c'est clair qu'ils ont un code de conduite où ils parlent certainement aussi de produits chimiques. Mais quand on voit qu'une industrie qui utilise autant ces produits que l'électronique a dû avoir des campagnes pour qu'ils intègrent vraiment ça dans le détail, je pense qu'aujourd'hui, Migros, nous on a fait une campagne aussi, on a interrogé Swisscom, Salt, Mobile Zone, qui sont des revendeurs plus lointains que les marques, c'est clair, mais aucun n'avait une politique par rapport au benzène, par rapport à leur chaîne d'approvisionnement. I think that there are many mechanisms and Je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes. Effectivement, ce produit est utilisé dans beaucoup d'industries. Alors, si vous vouliez en discuter, il faudrait surtout en discuter avec la pétrochimie. Mais c'est utilisé dans tout un tas de produits, industrie automobile, produits dégraissants, etc. La liste est longue. Pour ce qui est du secteur de la vente au détail, ils ont eu beaucoup de pouvoir récemment. Ils ont, pendant longtemps, pas jugé qu'ils pouvaient être responsables de tous les produits qu'ils vendaient dans leur magasin. Je me rappelle avoir été moi à des conférences où ils disaient « mais vous pensez que bon, c'était Tesco, Carrefour, Walmart qui ont des milliers de filiales ». Ou bien aujourd'hui ça serait Amazon, et il disait mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on va être responsable de tout ça. Maintenant, votre question c'est est-ce qu'on peut demander à ces gens-là de faire pression sur les fabricants, les fournisseurs? Il y a des programmes, je crois, et que ce soit pour des produits électroniques ou autres, chaque fois que vous dépensez votre euro, votre franc, votre dollar, c'est une façon de voter. Donc il faut aller sur les sites web, il faut regarder ce que font les ONG, recueillir autant de données que possible et avant d'aller acheter quelque chose, s'informer, voir qui agit le plus. Et surtout pour les sociétés dans l'électronique, il y a de plus en plus de transparence. Ils affichent des listes de fournisseurs. Chez HP, à l'époque où j'y étais, on a été les premiers à le faire. On s'est inspiré de Nike ou de Levi's qui le faisaient depuis déjà plus longtemps. Alors, déjà commencer à nommer ces entreprises, c'est une bonne chose pour rendre les gens responsables. Merci, Bonnie Nixon. Il y avait un monsieur, voilà, après ce sera vous. Est-ce qu'un monsieur peut avoir un micro là-bas? Merci. Le monsieur d'abord, hein, c'était... Monsieur en gris, c'était à vous, et ensuite Madame. On va respecter l'ordre de levée de main. À vous. Thank you so much also for, Merci beaucoup pour votre film. So we've talked a lot about response. You know, I mean, the NGO action is a response to leukemia, which has a réaction. from the activity. L'action des ONG est une réaction par rapport à ces maladies, ces leucémies. Moi, je m'intéresse aussi à l'aspect prévention. Il y a dans le film des choses très inquiétantes, c'est-à-dire que des centaines de milliers de produits chimiques sont utilisés et nous n'avons pas la moindre idée de leur effet. Là, vous ne parlez que de deux produits chimiques, mais en fait, il y en a des centaines et des milliers que nous ne connaissons même pas. C'est juste. Les premiers utilisateurs, ce sont bien sûr les fabricants, mais nous sommes tous des consommateurs qui subiront les effets secondaires dans l'air que nous respirons, dans les produits que nous utilisons, imprimantes, etc. Alors pourquoi ? Parmi les mesures que les entreprises devraient prendre, on ne pourrait pas leur demander de commencer à justifier pourquoi ils utilisent tel et tel produit. Et puis, la deuxième question, c'est, puisque vous avez parlé de donner la liste de tous les fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement, mais chaque fois que nous avons un produit alimentaire, il y a une liste d'ingrédients dont on ne connaît pas la moitié, mais au moins il y a une liste.
Est-ce qu'il y a eu des actions pour essayer d'obtenir une liste de tous les produits chimiques utilisés dans la fabrication? La première, pourquoi est-ce que les entreprises ou sous-traitants ne justifieraient pas des produits qu'ils utilisent? Jason, peut-être, vous voulez répondre, Jason Chan? I think that I just want to say there are Alors, je veux juste vous dire qu'il y a bon nombre d'initiatives qui ont pour but d'examiner les différents produits chimiques qu'il y a. Et la première étude, c'est l'étude REACH, et qui a démarré dans les années 70 et depuis 2006. Et vous êtes censé faire une analyse très détaillée. Et dans le monde de l'électronique, vous avez IPITS qui pose des exigences par rapport à la liste de tous les composants. Alors avec le benzène et l'hexane, alors c'est pas que c'est dans le produit, c'est que les produits sont utilisés lors de la fabrication, la manipulation du produit, et c'est là que se pose le problème de l'exposition à ce produit des travailleurs. Et je dois dire à la femme qui a dit qu'elle était en Chine, alors j'ai beaucoup d'admiration pour un bon nombre de personnes avec qui j'ai travaillé en Chine, et je pense qu'il y a des changements. Il y a des changements en cours, et je crois dans l'internationalisation, la globalisation, et je ne veux pas qu'on se retrouve coupé de la moitié du monde qui fabrique nos produits. Alors moi j'étais assise et j'ai vu, je suis en train de verser de l'eau dans le verre en plastique, et je me suis dit ouh là là. Alors c'est vrai qu'il y a des tas d'actes au quotidien, et on ne se pose pas la question de savoir quels sont les effets de ces actes. Alors je pense que oui, on peut mettre plus de pression sur la Chine, les marques qui travaillent en Chine, et on peut exiger de ces entreprises de respecter les mêmes règles, se conformer aux mêmes règles que celles auxquelles on doit se conformer dans le monde occidental, et il y a encore beaucoup à faire au niveau du gouvernement. Et ce que vous venez de dire dans votre dernière phrase, je suis en total accord avec vous. Et le problème, quel est-il? Eh bien, il n'y a pas juste les marques, les fournisseurs jouent un petit peu avec les normes. Hein. Et alors, pensons un petit peu. Alors, Apple, pourquoi est-ce qu'ils ne fabriquent pas leurs produits aux États-Unis? Bien sûr, le coût de la main-d'œuvre, bien sûr. Alors, les normes aux États-Unis beaucoup plus haut. Alors le EPA risque de disparaître et il y aura un changement. Vous avez pas regardé, nous on va dans l'autre sens. Hein. Donc le Environmental Protection Agency. Hein. Et bon, alors il faut. Alors d'ici 3 ans. Ces fournisseurs, peut-être qu'ils se délocaliseront en Asie du Sud-Est, où il n'y a pas du tout de réglementation. Et ces codes de conduite, peut-être qu'on a besoin de quelque chose de beaucoup plus contraignant, quelque chose qui va bien plus loin que ces codes de conduite, quelque chose comme des lois internationales, et que toutes les entreprises devraient respecter. Alors il y a le monsieur qui a posé la question sur la prévention, et vous voyez dans le film, il ne porte pas de masque ou de gants, mais nous avons besoin de savoir pourquoi il ne porte pas cet équipement. Alors peut-être que les fournisseurs ne leur fournissent pas les gants, les masques, et ces travailleurs aussi, ils ont des heures de travail interminables, et ils ont des objectifs. Ils doivent nettoyer tant d'écrans,
de téléphones ou d'ordinateurs. Il y a des quotas et s'ils n'atteignent pas le nombre voulu par jour, ils vont être pénalisés. Et les travailleurs d'ici, si je dois porter éventuellement une combinaison avec une fermeture éclair et que je vais aux toilettes et je dois descendre, enlever la combinaison, ça prend du temps. Je pense que quand on parle de prévention, et l'idée d'avoir tous les ingrédients toxiques sur un produit, ça pourrait être assez intéressant. Et c'est ça le défi au niveau des produits chimiques. La transparence, c'est ça la première étape vers le changement. Et dans d'autres zones, dans les conflict minerals, il y a une loi qui s'appelle la Dodd-Frank Law. Et ils n'interdisent pas d'acheter des minéraux qui viennent, par exemple, de la République démocratique du Congo, qui est un pays en guerre. Et ils doivent dire, est-ce qu'ils achètent des minéraux qui ont financé la guerre? Et c'est très, très convaincant parce que les entités, les multinationales ne voudront jamais dire, oui, on a financé des milices qui ont violé des milliers et des milliers de femmes en RDC, ou dire que le iPhone que vous avez utilisé a été produit avec du benzène. Et je pense que c'est une idée intéressante. Et puis, bien sûr, la transparence, c'est pas facile parce que c'est un outil très, très puissant, c'est très fort. Et donc, si vous avez toutes les indications sur le produit, les travailleurs auraient les mêmes indications. On le voit dans le film. Ils n'ont pas ces indications, ils n'ont pas ces informations. Et s'ils utilisent les produits et les manipulent, c'est parce que les dirigeants de la société ils doivent choisir entre Exane et benzène qui sont moins chers mais dangereux et un autre produit qui est plus cher. Et ils vont prendre la deuxième. Peut-être que parce que les marges ne sont pas assez importantes. Mais souvent, ils ne le savent pas. Je ne pense pas qu'il y a un dirigeant d'une société, c'est moins cher, ça fera du mal à plus de gens, mais je vais l'utiliser parce que c'est moins cher. Ils n'ont pas l'information non plus. Et donc, on revient au sujet de la prévention. Et je pense que nous sommes... et vous pouvez scanner le code barre et savoir quels sont tous les ingrédients. Vous n'allez pas avoir sur un objet électronique, ce serait une liste de 2 mètres de haut. Mais alors, nous, en tant que consommateurs, on réfléchit beaucoup à ce qu'on ingère, c'est ce qu'on porte, ce qu'on ingère, et autour. Et c'est vrai qu'on les porte, les téléphones, on les a toujours sur nous, et on veut savoir ce qu'il y a dans ces téléphones. Et la réglementation, ça ne suffit pas. Alors même la loi Dodd-Frank est en train d'être attaquée dans justement ce conflit sur les minéraux. Et alors, comment faire pour les tenir pour responsables? Et moi, j'ai demandé aux entreprises, qu'est-ce qui se passe si le EPA qui vous oblige à respecter les lois disparaît? Et si le Dodd-Frank Act disparaît, qui exige de vous certaines choses? Et voilà ce qu'on dit, les multinationales et les consommateurs, surtout les B2B. Alors, si vous êtes Procter & Gamble et vous achetez des milliers d'ordinateurs portables, et ça, ce sont des consommateurs qui font la différence. Les gouvernements achètent des millions de produits et les marques écoutent ces consommateurs-là, parce qu'on parle, donc c'est énormément d'argent. Quand ces clients-là disent on veut avoir l'assurance qu'il n'y a pas de benzène, qu'il n'y a pas d'hexane, il faut que vous nous en donniez les preuves, et à tous les niveaux de la chaîne. Et on veut savoir que vous avez formé vos employés, et vous leur avez donné des manuels, vous leur avez fait une formation. Parce que la violation des lois ne se fait pas intentionnelle. Donc ils ne se lèvent pas le matin en disant c'est moins cher, ça va tuer des gens, mais je m'en fiche. Non. Plusieurs mains qui se lèvent, je vous remercie. Madame d'abord et ensuite Madame à vous. Thank you very much for your great movie. Alors, merci beaucoup pour ce film extraordinaire et merci aussi à tous les membres des ONG chinoises parce qu'ils sont très très courageux et risquent leur vie. Alors la question c'est, nous sommes à Genève et on a le siège de le Bureau international du travail. On a aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour travailler main dans la main pour essayer de résoudre ce problème. Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont au courant de cela? Est-ce qu'ils vous aident? Qui veut répondre?
Alors, merci pour ces questions. Alors, vous venez de le mentionner et j'avais envie d'intervenir. Alors oui, on peut fournir des informations aux employés, aux travailleurs dans une situation idéale, mais ce sur quoi vous avez mis le doigt, c'est très important parce que, alors, mon point de vue, c'est que, alors, il y a peut-être des alternatives exemptes de benzène et où on pense qu'il n'y a pas de danger à utiliser, mais les travailleurs ne travaillent pas juste avec un produit chimique. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et sans doute, ils peuvent remplacer du produit A, mais néanmoins, et si le produit chimique B est utilisé dans le même environnement et on pense qu'il n'y a pas de danger, donc séparément, mais si on a le produit chimique B qui est présent dans l'environnement avec un autre produit chimique, il peut y avoir une réaction qui, elle, peut être dangereuse pour la santé. Je dis que les scientifiques doivent fournir davantage d'informations. Et ce genre d'études et de recherches, ça prend toujours du temps. Oui, et je voulais revenir sur justement ce qu'on voulait faire dans justement nos campagnes de sensibilisation au niveau du BIT, des Nations Unies. Et hier, nous avons organisé un événement au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme où il y avait des organisations et nous avons abordé très spécifiquement avec les organisations internationales qui sont représentées ici à Genève et comme tout le monde peut justement travailler ensemble sur ces sujets. Il va y avoir des réunions d'ici l'automne et hier on a montré 10 minutes du film et cet automne on montrera le film tout entier et j'ai pu obtenir une bourse pour faire des campagnes de sensibilisation et pour travailler avec des organisations basées à Genève et d'autres organisations de par le monde qui justement peuvent avec leur politique d'approvisionnement et d'achat peuvent mettre la pression parce qu'ils ont énormément de pouvoir et pourquoi j'ai décidé de faire ce film avec Lin Zhong qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir à cause de problèmes de visa. Elle n'a pas pu quitter les États-Unis et elle n'était pas sûre qu'elle pourrait rentrer aux États-Unis à cause des nouvelles lois. Et je crois vraiment qu'il y a eu vraiment un échec des initiatives d'autorégulation qui ont été prises par les entreprises depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'on commence maintenant à être beaucoup plus énergique et dynamique. Et j'aimerais dire que et pour nos campagnes de sensibilisation, nous avons les responsables qui sont ici dans la salle, Dwayne Menenzi, Daniel, qui aident à justement contacter les organisations à Bruxelles. Nous avons organisé aussi des manifestations, des événements à Bruxelles. Et il y a le compositeur du film qui est ici ce soir, Freddie Bryant, qui est mon mari d'ailleurs. Si quelqu'un veut parler de la musique du film, il sera là pour répondre à des questions. Oui, le rôle du public devient de plus en plus important. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, pendant 2 ans, nous allons faire beaucoup de sensibilisation du secteur public, les agences, les achats et des organisations basées ici à Bruxelles. Madame, vous avez un micro? Oui. Et puis ensuite, voilà. Je voulais remercier la réalisatrice pour ce film extraordinaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans le film et je suis frappée par cette jeune femme qui trouve un nouveau rôle, une nouvelle orientation à sa vie. Je voulais poser une question à monsieur. Comment payez-vous votre traitement et comment les autres personnes arrivent à payer leur traitement? Est-ce qu'il y a un moyen pour nous, pour moi, d'aider
d'apporter une contribution puisque vous êtes là. Vous avez tous parlé de différentes choses, mais je pense qu'il y a aussi des problèmes financiers, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut aider d'une manière ou d'une autre? Comme Jason a dit tout à l'heure, maintenant en Chine, ces travailleurs lésés doivent parcourir un long processus de prouver la corrélation entre la maladie et le benzène. Avant qu'ils se sont pris en charge par l'assurance maladie, ils doivent avancer leur propre argent. C'est mon cas aussi. Beaucoup de travailleurs lésés que je connais empruntent de l'argent, même au marché noir, pour se faire soigner. Après avoir obtenu le diagnostic de maladie du travail, beaucoup de travailleurs lésés peuvent se faire rembourser de l'argent avancé. Mais beaucoup d'autres n'obtiennent pas d'argent. Souvent, les travailleurs perdent des preuves. Ils ne savent pas comment défendre leurs propres intérêts. En Chine, nous avons la sécurité sociale et le traitement est pris en charge dans ce régime, mais ce seulement avec le diagnostic. Beaucoup de travailleurs lésés n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Et souvent, ils perdent de temps juste pour chercher des preuves, juste pour obtenir le diagnostic. Il y avait une dernière question ici, si vous voulez bien, madame. Merci pour votre réponse. I just wanted to sorry. Yeah. mention that there's a campaign for the workers. Oui, je voulais mentionner qu'il y avait aussi une campagne pour les travailleurs. Donc pour vous répondre, quand vous vous inquiétez du sort des travailleurs dans le film, nous travaillons avec certains des producteurs pour créer une page sur laquelle les gens pourront faire des contributions qui iront directement à Yia-Ting, à sa famille et aux autres personnages du film qui ont participé en partageant leur histoire. Donc nous allons travailler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très touchés et qui voudraient avoir la possibilité d'apporter une contribution pour aider directement ces personnes. Merci. C'est très concret, ça répond à votre question, j'imagine. Madame. Yes, just to say again how wonderful. Oui, je voulais vous dire encore que ce film était fantastique. Nous travaillons, je travaille pour l'OIT, j'ai déjà rencontré Jason d'ailleurs. Alors, quelques informations à propos de l'OIT. Elle a adopté une convention d'interdiction du benzène en 1971 et la Suisse a ratifié cette convention, mais 38 pays au monde l'ont fait uniquement, 38 pays. Donc, commençons à travailler pour que ces conventions soient signées et appliquées. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, ça ne suffit pas l'action au niveau national. Alors, comment maintenant faire en sorte d'agir tout au long de la chaîne d'approvisionnement? Jason, je voulais aussi vous poser une question. On a beaucoup dit, et moi je travaille pour le bureau des travailleurs à l'OIT, donc je suis tout à fait convaincue par la nécessité de faire en sorte que les travailleurs eux-mêmes aient les moyens d'agir, de savoir pour prendre eux-mêmes en main ces possibilités d'avoir un environnement sûr. Alors, y a-t-il aussi enfin, comment voyez-vous la situation évoluer? Et en tout cas, je voulais vous souhaiter bonne chance à tous et j'ai beaucoup de respect pour vous. J'espère que nous pourrons faire passer le film à l'OIT également. Jason. Thank you for your comment. Merci beaucoup de vos commentaires. Effectivement, nous nous sommes déjà rencontrés et j'ai trouvé que l'OIT était effectivement prête à nous soutenir.
L'OIT fonctionne sur une relation tripartite entre gouvernement, employeurs et travailleurs, bien sûr, donc travailleurs et syndicats. Malheureusement, nous savons qu'en Chine, il n'y a qu'un syndicat officiel, la fédération ACFTU, c'est la fédération chinoise des syndicats. Il n'y en a qu'un seul. L'ACFTU n'est pas, comment dire, une véritable organisation qui représente les travailleurs, défend leurs droits. Bon, je ne veux pas toujours accuser cette organisation, mais hier, j'étais en train de préparer l'évaluation à mi-parcours de l'examen périodique universel. Et j'ai retrouvé dans un dossier une communication de la CFTU qui reconnaît les droits au travail, le droit d'avoir des conditions favorables de travail n'existe pas en Chine. Donc j'étais très surpris finalement. Mais enfin bon, je reviens à votre question. S'organiser en Chine, se syndiquer est assez compliqué. Bon, nous sommes une organisation qui est là pour aider les travailleurs. Nous n'allons pas concrètement dans les usines pour que les gens se mobilisent. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a une réelle oppression sur toute volonté de mobilisation ou de syndicalisation en Chine. Mais si on compare à l'Asie du Sud-Est, ça semble presque mieux. Bon, c'est vrai que si les gens pouvaient s'organiser, peut-être que ça s'améliorerait. Oui, alors j'apprécie tout ce que vous avez dit. Ça fait des années que je travaille avec l'OIT. J'ai même représenté le secteur électronique lors de grandes négociations à l'OIT. Et ça a été un énorme travail. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout aux États-Unis. Bon, n'oublions pas que les États-Unis n'ont pas ratifié cette fameuse convention de l'OIT d'ailleurs. Mon expérience au travers du monde, que ce soit en Europe de l'Est, quand on leur dit « mais ça pourrait être bon pour vous aider » et qu'ils disent « non, moi je ne veux pas ». Mais en Chine, j'ai eu des expériences intéressantes dans mes rencontres avec les gouvernements, y compris les gouvernements régionaux. Quand il y a une représentation de tierces parties et d'autres moyens parallèles, j'ai pu voir que la voix des travailleurs est entendue et que l'on peut améliorer la formation, les programmes, etc. Le gouvernement chinois m'a souvent dit, à une époque, c'est vrai, toutes ces entreprises étaient des entreprises d'État. Et donc, nous avons conscience de notre rôle à prendre soin des travailleurs. Et maintenant, on a toutes ces multiples entreprises. Nous sommes la fabrique du monde. Et toutes ces entreprises ne prennent pas leurs responsabilités. Alors, comment agir? Et je crois que c'est justement pour ça que nous sommes tous là ici. La Chine a quand même énormément changé, beaucoup changé. Je me suis rendue au niveau local, provincial, quand j'ai demandé à être aidée. Ils nous ont dit, mais on n'a pas les ressources. Dans un endroit comme Shenzhen, ils disaient, oui, on pourrait vous donner des ressources pour 1,5 million de personnes qui habitent ici, mais si vous voulez qu'on prenne en charge 8 millions de plus, là, c'est plus possible. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une collaboration entre les entreprises, les marques, la société civile, les travailleurs, les gouvernements, bien sûr. Il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est la seule solution
vu la complexité de la situation. Sur deux notes un petit peu optimistes quand même, heureusement, en remerciant d'abord les traductrices. On poursuivra peut-être, madame, si vous le voulez bien, en dehors de ce débat. Alors, rapidement, le portable Fairtrade ne présente-t-il aucun problème finalement? C'est le Fairphone en fait. Il est produit en Hollande. J'en ai un, mais il est là en bas. Alors, il n'est pas du tout parfait. Ce qu'il a comme particularité par rapport au benzène, c'est qu'ils se sont engagés aussi à ne pas utiliser de benzène et Nexane dans leur chaîne d'approvisionnement. Comme c'est une beaucoup plus petite firme, elle est en train de grandir, mais ils ont beaucoup moins de fournisseurs. Alors c'est clair que pour tous les petits composants, ils ne contrôlent pas non plus tout, mais ils ont, disons, des relations quand même très étroites avec un certain nombre d'usines. Au début, on voyait, ils allaient prendre des minerais au Congo pour les amener à l'usine en Chine. Alors maintenant, ils ont quand même grandi, mais vu leur taille et vu qu'ils ont placé cette préoccupation dès le départ au cœur de leur projet, c'est vrai que je pense que c'est le meilleur qu'on peut avoir pour l'instant. Ce qu'ils ont aussi de très intéressant comme particularité, c'est que dès le début, ils ont fait des téléphones qu'on peut ouvrir et on peut tout remplacer soi-même. Et ils donnent des instructions quand on reçoit le téléphone sur comment changer l'écran s'il se casse, et pour que justement aussi il n'y ait pas l'obsolescence programmée. Donc ils ont aussi beaucoup de produits recyclables. Je pense que c'est le meilleur qu'on puisse avoir pour l'instant, et il est très intéressant parce qu'ils essayent à petite échelle aussi tout ce qu'il y a comme bonne pratique, de les réunir, et puis qu'à quelque part ils offrent une alternative que les gens cherchent aussi. Après, ils ne peuvent pas dire qu'il y a zéro problème et que tout est parfait non plus. Une alternative tout de même. Merci à nos traductrices ce soir, très efficaces. Merci à vous quatre. Et puis, merci à Yeting. On vous souhaite le mieux possible, le meilleur possible pour l'avenir, puisque le travail que vous faites, et Jason aussi, est essentiel en Chine, avec le soutien peut-être de beaucoup d'entre nous. Merci à vous et bonne soirée.